Chers amis du sport et du foot, prolongeons nos rêves autour du CHAN 2020. Avec d'autres camarades, nous sommes tous passés par là. Alors, bonne chance aux joueurs de nos championnats locaux. Total African Nations Championship Cameroon 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouya. Championnat d'Afrique des Nations de football. Des millions d'entre nous se donnent rendez-vous sur CRTV Sports and Entertainment pour 22 jours de compétition, 32 matchs. Tous les jours, faites un tour express pour ne rien manquer du show. L'aventure, c'est du 16 janvier au 7 février 2021 sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. Bonsoir. Pendant que le CHAN se déroule au pays de Roger Mila, un événement pourrait passer inaperçu. C'est la célébration des 25 ans de la Constitution du 18 janvier 1996. La loi fondamentale qui consacre l'État unitaire décentralisé qu'est la République du Cameroun. La Constitution qui institutionnalise le Sénat, le Conseil constitutionnel et les conseils régionaux, dont les présidents des exécutifs élus prêtent serment depuis quelques jours dans les 10 chefs-lieux de région. La Constitution de janvier 1996 a-t-elle donc changé le Cameroun? Ambition en tout cas affichée par ceux qui l'appelaient de tous leurs vœux, au sortir notamment de la conférence tripartite entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile. C'était en 1991 au Palais des Congrès de Yaoundé. Bilan et perspective de la mise en œuvre de la Constitution de 1996, c'est le fil rouge de notre émission ce soir. Le professeur Marcelin Nguele-Abada, enseignant de droit public, constitutionnaliste, est l'invité d'actualité de ce dimanche. Professeur Marcelin Nguele-Abada, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Chérif. Alors, la Constitution du 18 janvier 1996 est-elle une bonne constitution pour le Cameroun? Permettez-moi Ibrahim Chérif de satisfaire à des questions préliminaires. J'ai vu dans les médias que c'est votre dernière émission. Vous l'avez inauguré avec notre père, enfin mon père, le professeur Augustin Conchoukomeni, pour que j'ai une pensée pour ce week-end qui a perdu sa fille. 25 ans. Oui, et donc vous avez cette première émission avec lui. Et je pense que votre émission est suivie par beaucoup de personnes. C'est une mission vraie parce qu'ici, il n'y a pas de la langue de bois. Et on essaie de dire, tant que faire se peut, la vérité. Et je suis à ma place pour vous dire ici, devant vous, que je suis très fier de ce que vous faites, en vous souhaitant une bonne année, mais puisque vous avez changé de cadre, en vous souhaitant effectivement d'autres réussites, là Merci. Où la direction générale va vous envoyer. Merci, ça va droit au cœur. Alors, bonne constitution, 1996. Je dois d'abord préciser aussi une chose, Ibrahim Chérif, c'est que nous fêtons 25 ans. 25 ans, c'est l'occasion de se dire que le temps est passé. C'est un instrument important qui nous a accompagnés jusqu'à là. Ces 25 ans, c'est l'université Yaoundé 2 qui a choisi de fêter, de célébrer cela. Donc je suis heureux ici de dire combien je suis très heureux que le recteur, le professeur Ador Minkouas, ait choisi ce moment particulier du premier quart de siècle, notre loi fondamentale, de la célébrer. Et quand on célèbre la loi fondamentale, c'est quoi la Constitution? C'est la rencontre de deux entités, c'est-à-dire l'autorité et la liberté. C'est-à-dire au fond, la rencontre entre ce que j'appelle l'état de droit substantiel, c'est la liberté, la liberté autonomie et la liberté participation qui est la démocratie. Vous voyez donc cette constitution a su
faire un consensus autour de ces exigences. Et je pense qu'en 25 ans, ces points ont marqué un élan fondamental pour le développement de notre pays. Je dois dire que nous célébrons une constitution, c'est vrai, mais il faut penser à celui que je pourrais appeler le Founding Fathers, c'est-à-dire que le père fondateur de cette constitution. Je pense que le président de la République, son Excellence Paul Biya. Alors, il y a 25 ans, ou un peu plus, parce que le débat, lui, il avait lieu depuis, ceux qui réclamaient le changement de la Constitution, qu'est-ce qu'ils voulaient exactement? Est-elle une bonne Constitution? On revient à la question. Voilà. Est-elle une bonne Constitution? Il n'y a pas de bonne Constitution dans aucun pays au monde. Puis, de toutes les manières, la démocratie exige que les partis qui se disputent sur le contrôle du pouvoir puissent améliorer le quotidien des populations. Donc, à chaque fois, les besoins s'expriment et c'est pour ça que la Constitution est un texte qui s'adapte au vu de l'évolution de la société. La nôtre, notre Constitution, notre loi fondamentale de 1996, me semble-t-il, 25 ans après, n'a subi qu'une seule révision, celle de 2008, nous y reviendrons si vous voulez. Ça montre effectivement qu'elle a été bâtie sur du solide, un socle solide. Parce qu'en fait, elle regroupe effectivement les exigences d'une constitution. Je vous rappelle un peu le fameux article 16, la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen qui dit une société qui n'est pas fondée sur les principes de liberté ou alors la séparation des pouvoirs n'a point de constitution. Je crois que notre constitution, à la fois, célèbre les libertés et la séparation des pouvoirs. Donc, c'est dire donc, est-elle bonne? Oui, elle est bonne pour notre Cameroun. Elle est bonne pour notre pays parce que notre pays est particulier. À chaque pays correspond un instrument juridique qui concourt à son développement. Alors, il y a un autre débat, c'est cette constitution-là. C'est un texte révisé ou c'est un tout nouveau texte? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a promulgué en 1996? Ce débat est un débat d'universitaire, me semble-t-il. La procédure choisie par le chef de l'État en 1996 était la procédure de la révision complète de la Constitution. On a révisé complètement la Constitution. Certains ont dit qu'on aurait dû, après cela, passer par référendum, par exemple. On pouvait, c'est pas eux qui convoquent le référendum, c'est le président. En fait, au fond, les changements de notre instrument 72 étaient importants, depuis le préambule jusqu'au dispositif constitutionnel lui-même. C'est dire que en révisant totalement la Constitution, ce n'est pas interdit dans la procédure de réforme constitutionnelle. On peut réviser 2 ou 3 dispositions, ce qui s'est passé en 2008, ce qui s'est passé en 1975 lorsqu'on a introduit le poste de Premier ministre, ça s'est passé en 1979, ça s'est passé en 1984 lorsqu'on est passé de la République du Cameroun à la République du Cameroun. Ça s'est passé aussi en 1991 lorsque nous avons transformé notre système politique en régime semi-présidentiel, en introduisant les ingrédients du régime parlementaire. C'est dit donc que c'est une révision de la Constitution qui est complète. Si vous êtes dans la Constitution de 1996, ou si vous voulez la loi constitutionnelle de 1996, la dernière disposition dit qu'elle sera appliquée comme Constitution de la République du Cameroun. Donc c'est la Constitution du Cameroun. Alors vous dites débat d'universitaire. Vous êtes universitaire. Vous vous situez dans quel camp dans ce débat-là? Révision ou alors texte nouveau complètement? La procédure est une procédure de révision, mais c'est un texte nouveau. Professeur Marcellin Nguélé Abada, merci de répondre donc ainsi à nos questions. Vous répondrez également tout à l'heure aux questions des internautes. Est-ce des internautes qui vous interrogent notamment sur la mise en place progressive, vous l'avez dit, de la Constitution de janvier 1996. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, la perspective de la célébration des 25 ans de la Constitution du 18 janvier 1996, c'est un sujet signé Augustin Guizana. La semaine politique et sociale de Séverin Alégambélé et Rodrigue Bertrand Tueno, avec en bonne place le CHAN, les activités du président de la République et du chef du gouvernement, la prestation de serment des présidents des conseils régionaux, entre autres. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Notre invité ce soir, le professeur Marcellin Nguélé Abada, enseignant de droit public constitutionnaliste. Nous évaluons les 25 ans de la Constitution du 18 janvier 1996. A tout de suite. Professeur Nguélé Abada, quelles étaient les raisons qui militaient à cette époque-là en faveur de ce qu'on pourrait appeler donc la révision constitutionnelle? C'était quoi le problème des gens
ou de ceux qui appelaient à la révision? Vous savez, 96 arrive après 90. Tout à fait. 90... C'est les villes mortes. 90, d'abord, c'est 89, avec le changement au niveau mondial. Tout à fait. Le vent de l'Est. Le vent de l'Est, oui, qui est dominé par la libéralisation de la vie politique un peu partout dans le monde. Et de cette manière, les pays se convertissent progressivement. Ceux qui avaient choisi le communisme choisissent de convertir au libéralisme politique. Et ceux qui hésitaient, nous, on était dans un système de parti unique pour certains de fait comme nous, d'autres partis uniques de droit. Donc, il fallait qu'on essaye d'harmoniser cela. Et vous vous souvenez bien de cette conférence de la Baule et de Chaillot, où le président Mitterrand avait dit que la démocratie sera votre meilleur allié. Donc, le Cameroun ne pouvait pas rester en reste par rapport à ce mouvement mondial, qui a fait donc en 89-90, notre pays est secoué par ce vent. Et ce vent interne est animé par la société civile et par la création, vous savez bien, d'un certain parti politique qui animait la vie politique dans la capitale du Nord-Ouest, la région Nord-Ouest. C'est-à-dire que mai 1990, le SDF est créé à Bamenda. Oui. Tout cela participait du débat ambiant à l'époque. Absolument. Le président de la République dira contre même la volonté de son parti, que nous devons tenir compte de ce que d'autres forces existent, qu'il faudra combattre et intégrer. Donc, de cette manière, donc, il ouvre le débat vers le changement politique. Donc, il fallait donc... La Constitution de 1972 était bonne, mais elle n'intégrait pas cette dynamique. Elle avait un article pro 4 sur les partis politiques dont la mise en œuvre était impossible compte tenu des lois qui également empêchaient la liberté d'opinion, l'expression de l'opinion. Donc il fallait donc que notre pays se transforme profondément. Mais la transformation a commencé en 1982. Vous imaginez donc que le débat politique interne au parti a été mis en œuvre déjà en 1988 au niveau des élections générales. Pluralité des candidatures. Voilà, c'est un processus qui a commencé bien avant. Donc 90, vous voyez qu'on a la secousse qui est-ce que ça veut donc dire qu'on a changé sur la pression? Non. Si on avait changé sur la pression, M. Ibrahim Chérif, vous avez bien en 91-92, lors des villes mortes, Douala était pratiquement en arrêt. Il y a que Yaoundé essayait. C'est dire quoi? C'est dire que c'est un mouvement général. Et le Cameroun n'est pas en reste. La démocratie est une construction continue. L'état de droit est une construction continue et qui s'adapte au fil de la société. Donc, en 90, donc, cela apparaît comme une exigence, une nécessité. Le président décide par rapport à la demande de convocation d'une conférence nationale souveraine qui n'a jamais réussi nulle part, sauf peut-être au Bénin, qui a eu l'initiative. Et encore. Donc, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc la conférence nationale n'a jamais donné les fruits. C'était l'occasion, effectivement, du chambardement inutile, me semble. Alors, mais dans le détail de cette constitution de 96, il y a beaucoup de nouveautés dans le texte. On introduit, par exemple, la notion de la protection des minorités. Ça a fait, en son temps, énormément de débats. Vous, le constitutionnaliste, quand vous voyez cette expression-là dans un texte de loi, notamment la loi fondamentale, vous vous dites, ceux qui n'étaient pas chauds pour cela, vous avez pu quand même avoir quelques raisons à cela. Le débat aujourd'hui sur la transformation de notre société autour de la régionalisation tient compte également de l'examen de la reconnaissance d'une minorité linguistique dans le nord et sud-ouest. Donc ce problème est important. La Constitution devait porter la protection de toutes les minorités, pas simplement linguistiques. Donc, c'est dire donc que la question des minorités est portée par le droit international aujourd'hui, auquel nous sommes partis. Donc, il est important aujourd'hui que notre Constitution reçoive et consacre la garantie des minorités et des populations autochtones, parce qu'il n'y a pas que minorités, il y a aussi des populations autochtones, pour que cet équilibre permette un vivre ensemble collectif. On ne peut pas ne pas reconnaître les minorités dans notre pays, qui sont à la fois linguistiques, qui sont culturelles, comme vous le savez. Donc, je pense que le débat avait lieu parce que certains avaient peur qu'on ouvre la boîte Pandore, mais je crois qu'avec ce qui se fait aujourd'hui, on a donné raison à celui qui l'avait fait. Vous avez l'impression que la boîte de Pandore, elle n'a pas été ouverte en 1996 sur la protection des minorités et des peuples autochtones. On a reconnu le statut juridique à des personnes qui en avaient besoin. En fait, on n'a pas le droit consacré un titre juridique à ces personnes.
parce que ne pas le reconnaître. Vous saviez ce qui s'est passé à Douala, lorsque, au terme des élections législatives de 92, j'imagine, et municipales surtout municipales, il y a eu tout un débat sur les exécutifs municipaux. Donc, si le président n'avait pas vu cela, et n'avait pas consacré dans la Constitution pour que les lois de la République puissent encadrer cette reconnaissance, je pense qu'on lui aurait donné tort aujourd'hui. Mais je crois qu'il était en avance. On peut dire que cette Constitution-là reconnaît, si j'ose dire, le pays réel, Cameroun. Je crois, si vous lisez le préambule, on célèbre la diversité sociale de notre pays et linguistique de notre pays, et on célèbre aussi cela comme une richesse qui se construit au quotidien, avec des difficultés que nous connaissons, mais qui se construit. Mais ne peut pas se construire dans l'ignorance ou alors en feignant d'ignorer que ces gens-là existent et ont besoin de protection. Il n'y avait pas simplement que les Pygmées. Il y a d'autres communautés qui ont besoin de protection. Si vous allez dans le nord-ouest, vous trouverez des communautés qui sont là-bas. Il y a Fulani. Les Fulani, voilà. Si vous allez dans l'extrême nord, vous avez également ces communautés qu'il faut protéger en termes de minorités, pour que nous puissions accompagner le développement collectif qui a besoin de toutes ces filles et de tous ces fils. Professeur, je vous propose cet élément qui revisite un peu la Constitution de 1996. C'est un sujet signé Augustin Guizana. 18 janvier 1996, la Constitution de la République du Cameroun est modifiée et promulguée. 25 ans plus tard, la loi fondamentale n'aura été qu'au service de la consolidation de la démocratie au Cameroun. Les éléments de sa mise en œuvre sautent à l'œil, notamment dans le parachèvement de l'architecture institutionnelle. D'abord, au sein du pouvoir législatif. Le Sénat, qui représente les collectivités territoriales décentralisées, est mis en place en 2013. Les collectivités territoriales décentralisées elles-mêmes affichent aujourd'hui au complet avec l'entrée en fonction des conseils régionaux. On peut se féliciter et se réjouir de ce que le Cameroun a toutes les dispositions nécessaires et toutes les institutions dont il avait besoin pour se construire en tant qu'État de droit et pour renforcer la démocratie. Au plan judiciaire, 2004 aura été une année décisive. En effet, cette année-là, le texte qui régit l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel est promulgué. 4 ans plus tard, ses dirigeants sont nommés et commencent à exercer leur pouvoir. Le contentieux de l'élection présidentielle de 2018 est l'activité la plus marquante. La disposition de l'article 67, selon laquelle les institutions nouvellement prévues devraient être mises en place progressivement, a été aujourd'hui effectivement appliquée parce que toutes les institutions sont effectivement en place et fonctionnent normalement. 18 janvier 1996, 18 janvier 2020. Progressivement, la Constitution du Cameroun se met en œuvre. Alors, professeur, il n'y a pas eu que ce fameux débat sur la protection des populations autochtones et des minorités. Il y a eu autre chose. On dit désormais Cameroun, État unitaire décentralisé. On est en plein dans cette actualité-là en ce moment, décentralisation et tout ce qu'on veut. En ce temps-là, quand on mettait cet article-là, ou cela, quand on le mettait dans la Constitution, l'objectif c'était quoi exactement? Lorsque notre Constitution institue un État unitaire décentralisé, c'est pour la réponse à un besoin d'autonomie des collectivités, à un besoin de limiter la centralisation extrême du pouvoir central, pour que la démocratie au plan local puisse permettre d'accompagner le développement. Est-ce qu'en ce temps-là, on était aussi ambitieux? Parce que lorsqu'on voit un peu la demande qui est forte en matière de décentralisation aujourd'hui, on n'aurait pas pu aller plus loin en ce temps-là. Il y a deux variantes dans l'État. Soit l'État unitaire est décentralisé, soit on va dans l'État fédéral. Vous savez très bien que le débat était le retour à la situation avant 1972. Voilà, donc c'était ça le débat. Donc ce que le président propose donc, c'est dire effectivement à retourner avant 1972, avec tout ce que nous avons connu comme difficulté pour le fonctionnement des institutions, il fallait prendre ce qui cadrait avec le niveau de développement qui était le nôtre, et qui était effectivement de renforcer la décentralisation en créant un niveau supérieur, c'est-à-dire en créant les régions. Ça fait donc que ces régions vont
certainement concourir à régler le problème de l'autonomie de ces collectivités qui revendiquent effectivement une indépendance, enfin une indépendance en termes d'une forme fédérale de l'État. Donc c'est une réponse du président dans sa vision qu'il a de la société. Et toujours dans le détail de cette loi fondamentale, est-ce qu'il y avait lieu d'inscrire cela, comme on dit, comme ça, dans le marbre, ce fameux article de la déclaration des biens d'un certain nombre de personnalités de la République, qu'on n'arrive même pas à appliquer, justement? Oui, mais vous savez, même si, il y a quand même... Ça rentre dans le progressivement? Non, ce n'est pas, c'est pas parce qu'on n'a pas mis en place la commission qui est chargée de recevoir les déclarations de biens, que les gens ne sont pas comptables de leurs actions. Ah. Non, attendez, vous savez très bien, je ne vous ai fait pas le dessin, qu'il y en a plein qui sont de l'autre côté. Parce qu'effectivement, ils doivent rendre compte de ce qu'ils font. Le président a dit à un certain nombre, au Congrès, les congrès, que certains vont rendre gorge. Quelque temps après, certains avaient été arrêtés. Donc, je pense que ne nous focalisons pas sur un texte. Ce n'est pas le fait d'aller déclarer le bien qui fait l'efficacité ou l'effectivité d'une action publique. C'est les contrôles qui sont réellement effectués. C'est l'évaluation du travail qui est fait. C'est les hommes et les femmes qui animent cela. Parce qu'en fait, si vous êtes compétent, comme je sais que vous l'êtes, on le sait. Si vous ne l'êtes pas, on sait que vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas parce qu'on va aller déclarer les biens, on va aller... Vous savez également, il faut encadrer cela. Il faut encadrer le fait que vous entrez dans la vie privée d'un individu. Les biens relèvent de la vie privée d'un individu. Donc il faut encadrer ça par une loi, pour qu'on ne soit pas un instrument d'atteinte à un droit fondamental qui est la liberté individuelle d'un individu, à son droit privé, à sa propriété privée. Donc, tant que aujourd'hui l'État fonctionne avec les structures qui chargent de contrôle, avec des sanctions qui accompagnent ces contrôles, il me semble bien que nous ne nous focalisons pas sur une disposition qui aujourd'hui va trouver en son temps le moyen de se faire respecter. Il y a autre chose. Est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui exactement? Est-ce que le texte de 96 a apporté une certaine stabilité aux institutions de la République? Ce qui est important à retenir ici, c'est que 96 vient après moult débats. Tout à fait. Et je vois, lorsque le texte est adopté et rendu public par le chef de l'État, il y a tout à fait un consensus autour des choix qui ont été faits en termes d'organisation du pouvoir politique, en termes de pouvoir, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, en termes de décentralisation du pouvoir. Ce qui était attendu, au fond, c'était que les gens étaient impatients, que la décentralisation qui avait été consacrée par l'instrumentum constitutionnel de 96 attendent longtemps pour se mettre en place. Mais je crois qu'aujourd'hui, conjuguant aussi l'exigence constitutionnelle de progressivité, le président a choisi le moment particulier pour le faire. Comme vous le savez, il a des informations que vous et moi n'avons pas. Il dirige tout un pays, il dirige les aspirations des uns et des autres. Il choisit le moment de le faire. Ce qui est important à retenir ici, c'est que désormais, au plan local, le développement pourra être contrôlé par les populations. Les populations pourront évaluer le degré d'engagement politique des élus locaux. Et c'est ça qui est très important. Ça arrive aujourd'hui, c'est bien, mais qu'on avance. En 1991, lors de la tripartite, la fameuse tripartite, il y a eu un débat, et c'était même une demande en fait des partis d'opposition qui demandaient qu'il soit inscrit dans la Constitution, par exemple, un statut du leader de l'opposition. Cela avait été plus ou moins accepté dans le feu du débat dans la salle, mais après... on peut dire que, comme cela, l'État avait botté un touche. Ça n'existe pas dans la Constitution. Qu'est-ce qui se serait passé entre-temps? Vous savez, le leader de l'opposition, allons en Angleterre. Le leader de l'opposition est un élu. Il est au Parlement, à la Chambre des représentants. Aux États-Unis, le leader de l'opposition, on ne le cherche pas dans la foule. Il est un élu. Beaucoup de leaders de l'opposition ne veulent pas se mettre devant le suffrage universel. C'est le suffrage qui consacre le leader. Le leader n'est pas dans la rue. Le leader n'est pas au stade. Bon, le leader de football, c'est autre chose. Le leader, c'est celui qui, élu, dirige un parti et porté par un programme politique. Vous voulez dire que, par exemple, John Frundi, en son temps, aurait dû être député ou maire ou tout ce que vous voulez? Mais vous voulez être président de la République, il faut d'abord, quand on vous voit d'abord travailler. Moi, je ne suis pas là pour le critiquer ou alors, moi, ce n'est pas mon problème. Je dis seulement qu'un leader de l'opposition, c'est quelqu'un qui est
confronté au suffrage, qui à chaque fois gagne le suffrage des électeurs et est porté par un suffrage national. Vous ne pouvez pas avoir une location nationale sans que localement puisse vous voir à l'œuvre. C'est important cela. Un leader d'opposition, ce n'est pas parce que vous êtes arrivé deuxième à l'élection présidentielle que vous êtes leader d'opposition. Ce n'est pas ça l'opposition. Il me semble que l'opposition est structurée, surtout dans les systèmes fédéraux ou des systèmes politiques où nous sommes il y a le bipartisme. Vous avez un leader qui se dégage. Je vous fais savoir qu'aujourd'hui même en Allemagne, on va élire le président de la CDU, qui va être le leader. Ce leader ne va pas être pris au village. C'est un élu. Oui, c'est un élu. Et c'est quelqu'un qui a des succès réussis dans le parti. Donc, moi, je suis un peu réservé sur ce leadership. Est-ce qu'on peut dire que la Constitution de 1996 vient, consacrer la force du suffrage universel? Absolument. C'est-à-dire qu'il faut absolument passer par là? Absolument. La Constitution dit à son article 4 que les autorités qui doivent exercer le pouvoir le tirent du suffrage universel, direct ou indirect. Donc vous ne pouvez pas vouloir gouverner un pays et ne pas avoir le suffrage. C'est incontournable dans une démocratie. Vous passez par les fourches codines des populations qui doivent donc vous investir dans votre fonction. Donc il me semble bien que nous devons avoir la discipline démocratique de reconnaître que si nous voulons jouer le rôle au plan national, on va les évaluer au plan local. Nous avons la décentralisation, nous avons les communes. Que les uns et les autres travaillent pour que le travail reconnu puisse avoir l'onction nationale. Vous ne pouvez pas quitter le village pour dire que vous allez être président de la République. Je suis désolé, parce qu'au fond, il faut que vous soyez connu, soyez porté par un projet, par un élan, par une vision. Alors cette vision, cet élan, c'est quand on ne vous a vu nulle part. On ne vous a vu nulle part. Évidemment, il y en a qui... Ça veut dire quoi? Qu'on ne commence pas par le haut, on commence par le bas? Il n'y a pas de leadership politique par décret. Vous comprenez? Si le président vous dit « allez accompagner mon action », vous n'êtes pas un leader. Vous accompagnez l'action du président de la République. Le leadership politique s'obtient par les exigences politiques qui font de vous un compétiteur politique. D'abord, au plan local, dans un parti, on vous voit à l'œuvre. On sait quels sont... Je vois certains leaders politiques dont je... Moi, je prends un exemple. Oui. Un ministre n'est pas un leader politique. Mais il est que leader politique. C'est le président de la République qui est le leader. C'est le chef du parti. Lui, il a été élu. Oui, le président a été élu. Le ministre accompagne l'action du gouvernement. Il est nommé pour l'action du gouvernement. Il ne remplace pas le président de la République. C'est le parti du parti, le RDPC, où c'est au sein du parti que se développe, que s'anime la vie politique du parti. Vous êtes là que des instruments pour accompagner l'action du véritable leader politique qui est le président de la République, chef du parti. Et il sera ainsi pour tout parti qui arriverait au pouvoir avec un leader qui va donc s'accompagner d'une bureaucratie. Parce qu'au fond, c'est quoi? C'est que le gouvernement de la République sont ces hommes et les femmes qui sont des hommes parfois politiques, qui sont aussi peut-être des hommes de la société civile, qui sont aussi les hommes qui sont des autres partis, qui conjuguent leur action avec l'action du parti au pouvoir pour conduire la politique définie par le président de la République. Ce n'est pas ça qui vous octroie un leadership politique, non. Mais vous êtes quand même là, comme je n'ai pas appelé un phare. Vous devez être un modèle d'acteurs politiques autour de celui qui est le vrai modèle, le chef de votre parti, le leader, le chef de l'État. Professeur Marcellin Nguélé-Abeda, je vous propose une seconde de pause dans cette émission pour parler de notre semaine politique, justement. C'est le CHAN du président de la République, du président Paul Biya. C'est la prestation de serment des présidents des conseils régionaux, entre autres sujets, développés par Séverin Alikambélé. Le CHAN Total Cameroun 2020 donne la preuve que le sport et la politique peuvent bien se mélanger. Au Palais de l'Unité, à la veille du démarrage effectif de la compétition, le chef de l'État, Paul Biya, a reçu une délégation de la FIFA, conduite par son président. À cette occasion, les exploits sportifs du Cameroun ont été présentés comme étalons de la grandeur du pays. Le Cameroun est un pays historique de football. Et je voulais remercier en personne le président Biya pour ses engagements, pour ses investissements, pour les jeunes, pour le football dans ce pays. Aussi en vue évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Je voulais lui signifier la proximité de la FIFA, la collaboration de la FIFA. On travaille ensemble parce que
au niveau de la FIFA, on a besoin aussi du soutien des grands pays du football au niveau mondial. Au niveau gouvernemental, le CHAN Total Cameroun 2020 occupe également les devants de la scène. Il faut des garanties suffisantes pour une parfaite organisation du championnat. Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires afin que la retransmission des matchs, la couverture médiatique soit assurée de la meilleure façon possible. La frénésie et l'effervescence liées au CHAN ne nous font nullement oublier que cette semaine, l'activité diplomatique a été intense. Le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République, s'est rendu à Malabo. Ferdinand Gongo était porteur d'un pli fermé au chef de l'État de Guinée équatoriale. Je suis venu en qualité d'envoyé spécial de son Excellence le président Paul Biya auprès de son homologue et frère, le président Obiang, qui m'a fort bien reçu. Et l'objet de ma mission était de porter un message du président Paul Biya à son frère et ami, le président Obiang Nguema, un message qui a trait au renforcement des excellentes relations de coopération qui existent entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. En visite à Garoua Boulaye, le ministre de l'administration territoriale, chargé de la protection civile, a remis un don de produits de première nécessité à la communauté des Chinois ayant fui la guerre en Centrafrique. Le chef de l'État a voulu, à travers ce grand geste à vos compatriotes en difficulté, n'est-ce pas, réitérer sa détermination, n'est-ce pas, renforcer cette coopération entre le Cameroun et le grand pays, la Chine, qui est votre pays et qui est aux côtés du Cameroun depuis de nombreuses années. Au plan de la politique intérieure, la mise en place des régions s'est poursuivie cette semaine avec la prestation de serment des présidents des conseils régionaux. Je m'engage à entrer en fonction au vu des obligations qui m'attendent. La centralisation devient une réalité. Retour sur ce plateau avec notre invité, le professeur Marcelin Nguélé Abada. Alors, je vous fais part des questions que vous ont posées les internautes. C'est des questions qui ont été compilées par Elvis Mbimba. Le premier internaute, Haoudoun Tietche, dit « Finalement, cette constitution de janvier 1996 assure-t-elle suffisamment la conservation et la valorisation du patrimoine culturel local ?» Est-ce qu'on a tenu compte de tout ce qu'est le Cameroun pour bâtir cette constitution-là? Absolument. Vous voyez, si vous lisez le préambule de la Constitution, il y a une promotion et une protection du patrimoine culturel, à la fois national et local. Et le Parlement a délibéré, le président a promulgué des lois qui protègent le patrimoine, notre patrimoine national. Il y a tout un département ministériel dédié. C'est dit donc que nous ne pouvons pas attendre autre chose que de voir au quotidien ce que fait le ministre en charge du secteur autour du premier chef du gouvernement. Donc je crois que, sauf à nous révéler autre chose, mais je crois que le patrimoine culturel local est protégé et sauvegardé. Avec la décentralisation, les exécutifs municipaux et d'ailleurs des conseils régionaux vont contribuer également à la protection de ce patrimoine culturel local. Donc, il me semble que l'architecture juridique est mise en place. Il y a aussi une architecture institutionnelle qui accompagne cela dans la mise en œuvre de cette protection. Et on a besoin effectivement que des acteurs, des artistes, des artisans, que les hommes et les femmes prônent. Vous savez que la Constitution consacre 3 pouvoirs et chacun est dans son rôle. Le président est dans son rôle, le gouvernement est dans son rôle, le Parlement est dans son rôle, personne n'est absent, le Conseil constitutionnel, qui est la juridiction constitutionnelle, est dans son rôle, le pouvoir judiciaire est dans son rôle. Il me semble bien qu'au fond, ce n'est pas tant tout cela qui compte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les hommes et les femmes qui animent ces institutions. Il faut être porteur soi-même d'un projet d'épanouissement de la collectivité dans la fonction que vous exercez. Et vous devez le faire avec foi et détermination, sans regarder qui vous a nommé, sans regarder ce qui va être dit autour de vous. Vous êtes nommé. Le regret que je fais aujourd'hui, et je crois comprendre ce qu'il veut dire, quand vous êtes nommé à une fonction, vous regardez derrière, non. On dit action. Action.
agissez. Il vaut mieux qu'on vous sanctionne parce que vous avez beaucoup agi, qu'on ne vous sanctionne pas parce que à cause de l'inaction. Donc il me semble bien que chacun dans son rôle, il faut que les uns et les autres se mettent au travail, que ceux qui nous dirigent fassent ce qu'ils doivent faire. Samuel Mbetkom dit « Tous les principes introduits par la Constitution de janvier 1996 sont-ils déjà mis en œuvre ?» Globalement, on revient dans le progressif. Non, globalement, la progressivité, c'est quoi, monsieur Ibrahim Chérif? C'est que si nous prenons le cas de la Constitution française de 1958, une discussion transitoire avait donné un délai au gouvernement de mettre ces institutions en place. Le pouvoir constituant, c'est-à-dire celui qui établit, qui a révisé la Constitution, a dit que ces institutions vont être mises en place progressivement parce que conscient des mises en place pour que nous soyons fiers de celui qui est... Alors on a dit mise en place progressivement, c'était vraiment pas du dilatoire? Non, aucun dilatoire. Aucun dilatoire. Shawarma dit comment comprendre les modifications effectuées sur le texte de 1996 en 2008. Là, c'est le verrou de la limitation de mandat qui a sauté. Oui, mais en 2008, il n'y a pas eu que ce verrou. Il y a eu d'autres dispositions qui ont été modifiées. On a ajusté en termes de délai de convocation du corps électoral. On a ajusté aussi le mandat des membres du Conseil constitutionnel qui est passé de 9 à, je crois, 6 ans. Donc, il n'y a pas que le délai. Mais au fond, qu'est-ce qui est en cause dans cette affaire? La limitation de mandat était ce produit qui était vendu pour dire que la démocratie en Afrique n'est pas effective et qu'il fallait imposer l'alternance. C'était imposer l'alternance à échéance. C'est-à-dire que le président en place avait 1 ou 2 mandats. Au terme de 2 mandats, on vous dit, vous changez. Non. Vous dites que c'est quoi, antidémocratique? C'est contraire au choix démocratique, de mon point de vue. Et puis au fond, lorsque vous avez fait 2 mandats, je ne suis pas totalement pour celui qui peut faire 50 ans, 60 ans, non. Mais je dis simplement que le peuple qui vous a désigné peut avoir encore besoin de vous. Pourquoi l'obliger? Pourquoi lui imposer cela? Je dois vous dire que cette révision de 1996, c'était le Parlement qui avait révisé. Ce n'était pas le peuple qui avait révisé la Constitution de 1996. Oui, Parlement acquis. Et le Conseil national tient compte effectivement de la diversité culturelle, la diversité sociologique de notre pays. Donc je pense que vous aurez donné raison au fondateur de la Constitution s'il n'avait pas mis cela, vous lui donnerez tort aujourd'hui. Mais comme il l'a mis et que ça marche, ça essaie de marcher. Essayons d'aller vers là, parce qu'il ne faut pas l'ignorer. Nous avons des minorités, nous avons des populations autochtones, ils ont besoin d'être protégés dans leurs droits. Ceux qui en parlent régulièrement, c'est quoi? Ils font de la politique politicienne? Ils cherchent à gagner l'espace politique, c'est normal. C'est ça le débat démocratique. Peut-être que ça va évoluer. Si nous avons atteint un niveau d'intégration nationale, de telle sorte que ces disparités, que ça disparaisse, on aurait peut-être réglé son problème. Vous savez, j'ai été rapporteur au Grand Dialogue National en matière d'éducation. Je dois vous révéler ici que les revendications au plan de l'éducation, c'est de maintenir les 2 systèmes éducatifs. Ça suffit de maintenir ce qu'ils appelaient les acquis historiques. Et le président a dit cela, qu'il fallait conserver les acquis historiques. Donc, alors, il y a entre autres ces revendications qui sont portées par des hommes et des femmes, les leaders d'opinion, des sociétés civiles, de ces communautés qui viennent porter ça à la connaissance du pouvoir public. Donc, il faut tenir compte de cela. Ne pas se taire, c'est une faute politique. Or, le président n'a pas choisi de se taire, il a choisi d'affronter ces problèmes. Et la Constitution aujourd'hui, dans son équilibre du préambule à la dernière disposition, d'ailleurs, un article de la Constitution fait du préambule, l'article 65, fait du préambule la valeur constitutionnelle. Ça signifie que la garantie du droit des minorités qui est prévue dans le... Notre semaine sociale maintenant, il s'agit d'un point sur le budget 2021 qui est lancé désormais, les chantiers du ministre des Travaux publics et bien sûr, la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Voici la semaine sociale de Rodrigue Bertrand-Tuel. Le très attendu Chan Cameroun 2020 est finalement en cours. Le comité d'organisation et tous les autres acteurs qui ont potassé les différentes articulations de l'une des plus grandes fêtes du ballon rond sur le continent noir peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ont cravaché dur pour que le rendez-vous ne soit pas manqué et surtout qu'il se passe bien. Illustration, l'accès au stade de Japoma au départ de Yaoundé et de Douala
qui a poussé le ministre des Travaux publics à quitter ses bureaux mardi pour un dernier tour sur l'axe Yaoundé-Douala et sur le boulevard urbain à l'est de la capitale économique afin de s'assurer que la fluidité des mouvements était garantie. On a fait en urgence des travaux d'élargissement des carrefours qui permettent d'organiser la circulation et d'éviter les congestions qu'on avait dans le passé. On a aussi mis un premier renforcement qui permet de remettre la route à un standing digne pour accueillir tous nos invités pour le Chan. La plupart de ces acteurs se sont effacés depuis hier pour laisser le devant de la scène aux compétiteurs et aux juges pour 3 semaines de confrontation. Des confrontations qui n'échappent pas à l'influence du Covid-19 avec un ministère camerounais de la santé publique qui veille au grain. La prise en charge du Covid, dont le lancement a eu lieu mardi à Ebolova dans la région du Sud. Occasion pour les acteurs de la chaîne de dépenses publiques de se mettre à la page des défis et enjeux de l'exercice ainsi qu'aux innovations fiscales et douanières. Il y a une espèce d'incertitude. Et cette incertitude nécessite que tout le monde se mette à la tâche. D'abord par une gestion optimale des recettes. Les parts des ministères de l'Agriculture et du Commerce dans ce budget serviront entre autres choses à la promotion d'une cacaoculture plus respectueuse de l'environnement. Une feuille de route allant dans ce sens a été signée mercredi à Yaoundé. Cet engagement engage le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à produire plus de cacao sur peu d'espace, c'est-à-dire en augmentant la densité de cacao, et aussi à restaurer la forêt là où elle a été dégradée. Voilà la semaine sociale telle que vue par la rédaction Centrale TV de la CRTV. Professeur Marcelin Nguele Abada, l'université de Yaoundé 2 à Soa a donc décidé de célébrer les 25 ans de la Constitution de 1996. Honnêtement, elle était obligée de le faire. Nous avons, vous savez, l'université de Yaoundé 2, c'est la grande université de Yaoundé, où il y a eu, en fait... C'est le temple du droit, vous aimez bien dire ça. Oui, c'est Yaoundé. Est-ce que vous êtes obligé de célébrer ça? On célèbre le droit, parce qu'au quotidien, nous sommes au service du droit. C'est le droit que nous enseignons. L'université de Yaoundé, nous avons fait le bilan, il y a les perspectives. Donc nous essayons de nous interroger en disant effectivement qu'il y a des points forts. Il y a aussi parfois aussi dans cet instrument constitutionnel des choses qu'on pourrait améliorer au cas échéant. Donc c'est dire donc que nous célébrons cet instrument fondamental dans notre pays. Parce que le vivre collectif commun n'a de sens dans notre pays que si nous avons tous le regard, nous avons tous l'attention sur la loi fondamentale. C'est la Constitution. Si ce texte est fébrile, ce texte hésite, nous, vous et moi, ne sommes plus en sécurité. Le président est le garant, le gardien et l'arbitre de notre Constitution, notre jeu politique et autres. Il définit la politique de la nation, comme le dit l'article 5 de la Constitution. Mais il le dit parce que la Constitution l'a dit. Le président aujourd'hui est investi de la stature, du statut de celui qui a la vision, qui porte ce pays vers son émergence. C'est parce que la Constitution porte en elle-même les éléments de la construction d'un pouvoir d'État porté par un homme. Donc c'est dire que nous avons célébré aujourd'hui, non pas le RDPC, je vous le dis, vous ne verrez pas écrit RDPC dans la Constitution. Nous avons chacun des opinions politiques. Vous pouvez me poser des questions peut-être hors ce micro. Nous avons des choix politiques, mais ici c'est la Constitution. C'est la Constitution aussi qui protège vous et moi, qui protège les opposants, c'est ce que vous appelez opposants, qui garantit même le droit politique de ceux qui militent dans les partis d'opposition. Donc c'est quand même, à minima, un instrument qui nous permet aujourd'hui... Alors, 25 ans après, vous les universitaires... Juristes doivent être heureux en moins de participer à cette messe scientifique. Je pense que tout ce que j'ai vu, que j'ai rencontré, lorsque le recteur, le professeur Adolphe Mikwas, a fait un communiqué, pas un communiqué, nous allons célébrer le quart de siècle de la Constitution, je crois que tout le monde a applaudi. D'ailleurs, le doyen de la faculté en premier, et nous, les chefs de département aussi, et les autres enseignants. Donc, il me semble que si je suis devant vous, je vous ai dit toute la vérité. Vous savez très bien que moi, je ne mâche pas mes mots. Mais je suis content que nous applaudissions. Mais si on avait à voir 2 ou 3 choses, on les reverrait. Vous savez, la construction
Et qui crée l'État, c'est une création continue qui s'adapte. Nous avons modifié en 2008, on pourra modifier tôt ou tard si la société, dans son évolution, exprime le besoin. Le présent est à l'écoute de la société. Ce n'est pas à nous de modifier, ce n'est pas à nous de critiquer, c'est à nous de travailler, pas des travaux de recherche, des articles, pour contribuer aujourd'hui à la perfection attendue de nos instruments juridiques à la Constitution. Donc c'est le rôle de l'université. L'université est apolitique. D'ailleurs, le recteur en est le garant. Donc, ceux qui sont... Mais les universitaires sont dans des partis politiques, ça on ne peut pas, c'est leur liberté. Est-ce que vous célébrez, j'allais dire sans l'aval, vous l'avez dit tout à l'heure, du père de la Constitution, ou avec l'aval du père de la Constitution? Quand vous célébrez une Constitution qui a été portée par le président de la République, il se dit, en fait, pour célébrer cette Constitution, c'est que derrière la Constitution, il y a celui que j'ai appelé le Founding Father, qui est le chef de l'État. On dit, Monsieur le Président, on célèbre aujourd'hui l'instrument de consensus de tous les Camerounais. C'est d'abord, en fait, c'est lui qu'on célèbre, si vous voulez. Et vous savez ce qui se dit souvent, c'est-à-dire que qui célèbre ou alors qui dit merci, en redemande. Quand vous célébrez, qu'est-ce que vous demandez au Président? On demande au Président d'être toujours celui-là, qui a toujours été attentif au peuple camerounais, qui ne baisse pas les bras, qui ne suit pas les sirènes du désordre et de ceux qui appellent à la révolte, qui est inflexible quand le droit, vous savez, au niveau du droit, il ne transige pas. Nous célébrons celui-là qui a su être au cœur, au centre et qui a su arbitrer. Je vous ai dit, la Constitution fait du président de la République l'arbitre, le gardien, le garant. Il définit la politique de la nation. En fait, c'est le président qui nous protège. Parce que pour faire appliquer la Constitution, c'est lui qui rappelle. C'est lui qui est le premier interprète de la Constitution. Nous célébrons donc derrière ces 25 ans de notre Constitution, c'est lui qui a fondé la Constitution. Vous savez, aux États-Unis, les pères fondateurs de la Constitution américaine, on les a tous célébrés. Cette Constitution a des siècles aujourd'hui, en dépit de l'actualité politique là-bas, que vous connaissez très bien. Mais il y a un consensus sur dire qu'on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas mettre en péril ce qui est le consensus commun. Donc c'est dire qu'on célèbre celui qui a eu cette idée, qui est porteur d'élan. Parce qu'en fait, il a eu... Parce que chaque jour, vous avez de nouveaux leaders, vous avez certains partis, vous avez vu certains, je ne vous donne pas les noms, je ne fais pas la publicité, qui, à chaque fois, affrontent le suffrage avec certains succès que nous connaissons. Nous célébrons tout à l'université. Les politiciens, à chaque fois, écrivent sur la vie politique. Les juristes écrivent sur le statut des partis politiques. Nous célébrons. En célébrant la Constitution du Cameroun, Ibrahim Chérif, nous célébrons le fameux article 4 qui dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc nous célébrons le multipartisme au Cameroun. On peut célébrer sans faire politique, non? On n'a pas besoin de faire politique. Parce qu'en fait, les célébrations politiques sont essentiellement dans le cas des élections. Nous célébrons des gains juridiques qui portent le droit de l'assentiment. Nous célébrons les gains juridiques qui portent le droit des populations à choisir le dirigeant. Nous célébrons... la force du droit qui permet aujourd'hui, autour de l'ECAM et les autres institutions, de contribuer à ce que les partis puissent s'affirmer, se développer et concourir à l'expression du suffrage. C'est ce que nous célébrons. Mais si derrière cela, on peut penser que, vous savez, c'est très difficile entre le politique politicienne ou la politique politicienne et la politique au sens de science. Nous célébrons chaque jour. La césure est souvent difficile. Hein? Non, parce qu'effectivement, parlons des problèmes que vous et moi pensons avoir des opinions, mais au fond, c'est des disciplines scientifiques qui ont des règles, qui ont des principes, qui ont des domaines. Et sur ce point-là, il faut bien regarder que la marge, il y a une bonne marge. Et nous sachons également remettre chacun à son niveau. Vous quittez. Vous me donnerez une petite seconde pour dire combien j'étais très heureux d'être votre dernier invité. Je l'ai dit au départ. Ce qu'on se dit ici, sans fine bouche, sans flagornerie, c'est qu'en fait, il y en a qui jouent au Fernandel qui n'ont pas le talent. Vous avez tout le talent. Je crois pouvoir vous souhaiter beaucoup de chance et que vous soyez accompagnés. La patrie reste toujours reconnaissante. Soyez-en sûrs. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Alors, moi également, je veux dire un mot. Il y a 25 ans, Alain Bilibi et moi-même prenions les rênes de l'émission Actualité Hebdo. Il me souvient
que la première émission que j'ai présentée avait pour thème de discussion le projet de constitution qui va être promulgué le 18 janvier 1996 par le président de la République. Vous voyez donc l'ironie de l'histoire, effectivement. Notre invité, le tout premier invité d'alors, était un certain Augustin Kontchoukoumeni, vous l'avez dit, ministre d'État chargé de la communication. Il était porte-parole du gouvernement en son temps. Aujourd'hui, donc, la boucle est bouclée avec cette émission sur l'évaluation des 25 ans de mise en œuvre de la Constitution de 1996. Vous étiez donc, vous l'avez dit, notre ultime invité. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci à vous également, madame, messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes. C'était un plaisir et un honneur d'être à votre service tout au long de ces années. Nous avons pu vivre ensemble d'inoubliables moments de télévision. Merci de tout cœur à toute la grande équipe d'Actualité Hebdo TV. Rassurez-vous, je ne suis pas encore parti. Grand merci, bonsoir, bon dimanche. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. Au plaisir. Merci. Merci.